Bonjour et bienvenue au Luncher avec Coupé. Mon nom, c'est Jennifer. C'est moi qui vais être avec vous aujourd'hui pour la présentation. Et le sujet du jour, ce sera trucs infaillibles pour que vos congés orthopédiques soient efficaces. En fait, dès le début du service, on savait que, il y allait avoir un besoin au niveau des partenaires de savoir un peu comment faire un congé orthopédique, avoir plus d'outils pour savoir comment justement outiller les gens à la maison, mais faire là, les recommandations de repos surtout, qui est un petit peu difficile des fois à comprendre ou à expliquer. Puis les gens ont souvent beaucoup de questions par rapport à ça, de est-ce que ça c'est correct, est-ce que ça c'est pas correct. Et on voulait absolument que vous ayez tous les outils en main pour pouvoir répondre aux questions ou que vous puissiez nous envoyer les questions pour qu'on puisse là, vous aider avec ça. Fait que depuis le début, on l'offre, la formation au congé. Je me déplace dans les établissements partenaires pour faire une petite formation là, avec l'équipe technique ou vétérinaire. Donc, c'est disponible pour tous les partenaires. Donc, ça allait de soi qu'on fasse un sujet lunché avec coupé sur les congés orthopédiques. Comme ça, ben, vous allez pouvoir aller le consulter là, sur YouTube quand vous en avez besoin. Euh, je me souviens aussi de mes débuts de technicienne à l'urgence quand j'avais des congés de TPLO, par exemple, à faire ou quoi que ce soit. C'était pas nécessairement, je me sentais pas plus utile que de lire ce qu'il y avait décrit sur le papier que j'avais devant moi. Fait que c'est un peu dans cette optique-là aussi qu'on a offert vite la formation parce qu'on voulait s'assurer que les équipes allaient être à l'aise de faire ces congés-là et que ça allait pas être un stress de plus là, sur les équipes. Pour bien expliquer un congé, il faut bien le comprendre. Et puis ça, je l'explique aussi aux clients. Là. Donc, je fais le petit topo là, de qu'est-ce que c'est une fracture, combien de temps ça prend à guérir, parce que ça les aide vraiment à savoir un peu quoi faire à la maison, puis combien de temps et tout. Fait que c'est sûr que le repos, c'est la première chose que je parle quand je fais un congé. C'est là que les gens sont le plus attentifs. Puis c'est là qu'ils vont vraiment, c'est ça, recevoir le plus d'informations. Euh, je leur explique vraiment que là, ça y prend 6 à 8 semaines à guérir. Donc, c'est important de respecter le repos pendant ce délai-là pour s'assurer que la fracture va bien guérir dans le mieux possible. Et de respecter vraiment le repos là, jusqu'à la fin, c'est la clé pour une bonne récupération. C'est vraiment le point le plus important à respecter dans la convalescence. Aussi, j'aime bien comparer, leur faire une petite comparaison là, ici. Euh, des fois, ils ont besoin d'exemples concrets un peu pour se mettre en situation. Donc, j'aime bien comparer à un humain qui se fracture la cheville, par exemple, puis qui n'a pas besoin d'implant, mais qui vont mettre un plâtre pour stabiliser la fracture. Donc, le plâtre équivaut aux implants chez l'animal. Donc, c'est ça qui va tenir le tout en place le temps que ça guérisse. Mais l'humain va aussi avoir des béquilles pendant quelques jours ou semaines pour éviter tous les impacts et les sauts sur la fracture qui est en place par le plâtre. Fait que les béquilles sont un peu le repos qu'on recommande pour les animaux parce qu'on peut pas leur demander de marcher en béquille. Fait que imager comme ça, des fois, ça aide les gens à comprendre le repos, puis à quoi ça sert, puis pourquoi on le fait. Fait que vous pouvez vous trouver vous-même une petite comparaison, mais ça, habituellement, ça fonctionne bien. Euh, Comment bien expliquer le repos recommandé? Je le fais un peu en 3 étapes. Donc, on veut absolument savoir les habitudes du patient avant la chirurgie. C'était quoi sa routine? C'était quoi sa vie? C'était quoi ses activités, son quotidien? Fait que c'est vraiment par ça qu'on va commencer dans un congé orthopédique. Ensuite de ça, on va, pour chaque situation ou chaque habitude, on va l'adapter au quotidien du patient pour sa convalescence. Fait qu'on va vraiment rendre ça le plus facile et agréable possible pour tout le monde, autant que pour les clients que pour les patients. Parce que ce qu'on veut éviter le plus possible, c'est causer de l'anxiété ou du stress aux gens et aux patients, là. Donc, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour l'éviter. Et la mise en contexte, ben, ça va aller comme au fur et à mesure que vous allez savoir une habitude du patient, l'adapter au quotidien, ben là, vous allez parler concrètement, du quotidien du patient et du client. Donc, ça va le mettre en contexte presque automatiquement. Donc, si on prend les habitudes du patient, comme je disais tantôt, il faut savoir tout ce que l'animal faisait avant la chirurgie pour être capable de mieux l'adapter après. Euh, donc, on veut savoir si les gens sont en télétravail au bureau. On veut savoir si les gens sont en télétravail, est-ce que l'animal est avec eux dans la pièce? Est-ce qu'il est loose dans la maison? Est-ce qu'il a tendance à rester à côté, à faire sa petite vie? On veut savoir vraiment c'est quoi un peu ses habitudes.
Si les gens sont au bureau, combien de temps par jour ils sont partis? Est-ce que l'animal il est dans une cage quand ils sont pas là? Est-ce qu'ils sont lousses dans la maison? Est-ce qu'ils sont restreints à une pièce quelconque? Est-ce que les gens ont des caméras à la maison aussi? Ça peut être pertinent de le savoir. Euh, Deuxième point, est-ce que l'animal est habitué en cage? On veut le savoir parce que c'est sûr qu'on aime la cage pour le repos. C'est un endroit sécuritaire que l'animal ne peut pas nécessairement se blesser. Par contre, si l'animal n'a jamais été habitué dans une cage, que ça lui cause beaucoup de stress, d'anxiété, puis qu'il fait les 100 pas toute la journée dans sa cage, c'est pas mieux que de le laisser tranquille sur son coussin couché. Fait que c'est pour ça un peu qu'on veut connaître les habitudes. Puis les gens ont tendance à vouloir là, mettre les animaux en cage un peu pour le repos, mais c'est pas nécessaire, surtout si l'animal n'est pas habitué. Pour le dodo, on veut savoir l'animal dort où. Est-ce qu'il dort dans le lit et il en sort jamais? Est-ce qu'il est capable de sauter du lit? Parce qu'il y a certains patients qui sont juste pas capables, c'est qu'ils le font pas. S'il dort dans le lit puis il est capable de sauter du lit, est-ce qu'il le fait souvent? Dans quelle occasion il va débarquer du lit la nuit là, pour aller vivre sa petite vie? S'il dort au sol, est-ce qu'il dort dans la chambre? Si oui, est-ce que la porte est fermée ou est-ce qu'il a accès à toute la maison? Fait que c'est pas mal ça pour le dodo, les informations qu'on a besoin de savoir. Sinon, niveau domicile, donc on veut savoir est-ce qu'ils sont dans un grand environnement, un grand appartement, une grande maison de plusieurs chambres? Est-ce qu'ils sont dans une plus petite maison avec un espace restreint, un petit appartement 3,5? Comment c'est configuré pour aller à l'extérieur? Est-ce qu'il y a des escaliers empruntés dans la maison? Est-ce qu'il y a plusieurs étages? Est-ce qu'il y a un split level à plusieurs niveaux, là, qu'il y a quelques marches entre les paliers? Fait que ça, vraiment important de le savoir. Puis un peu l'animal, tu sais, c'est quoi sa vie? Est-ce qu'il est toujours au rez-de-chaussée? Est-ce qu'il a tendance à faire des va-et-vient d'étage en étage? Donc, à vérifier. Non, niveau et type d'activité, évidemment, on veut savoir un peu quel type d'activité exerçait et à quel niveau, parce qu'on veut adapter le mieux possible la convalescence. C'est sûr que ça ne sera pas autant d'activités qu'il pourrait faire et qu'il voudrait faire, mais on essaie le plus possible de l'adapter. Et on veut savoir, est-ce qu'il y a d'autres amis poilus à la maison pour pouvoir aider les gens à gérer ça, là? Est-ce qu'ils ont le droit, est-ce qu'ils n'ont pas le droit, est-ce qu'ils ont le droit de se voir ou non? Et je pourrais même inclure les enfants là-dedans, juste aider les clients des fois à mettre une limite, tout ça, à savoir qu'est-ce que les enfants ont le droit ou non de faire. Maintenant, avec l'adaptation au quotidien, pour le télétravail et le bureau, j'ai les joints avec l'animal habitué en cage parce que ça va un peu ensemble. Mais je l'ai un peu dit tantôt, mais si les gens sont en télétravail, c'est un petit peu plus facile dans le sens qu'ils ont une surveillance presque constante sur l'animal. Donc, c'est un peu moins stressant pour eux. Euh, Par contre, les gens qui sont au bureau, ça va, là. On en a plein de clients qui travaillent, puis ça va super bien. Ils réussissent à adapter l'environnement pour rendre ça le plus sécuritaire possible, même quand ils sont pas là. Euh, Grosso modo, là, l'animal a le droit de se lever, de marcher dans une pièce, d'aller manger, d'aller boire de l'eau, de retourner sur son petit coussin, d'aller voir un peu à la fenêtre et de revenir. Fait que ça, c'est des déplacements qui sont corrects, qui n'ont pas besoin d'assistance, que l'animal a le droit de faire. Par contre, ce qu'on veut, c'est restreindre l'espace disponible. Parce que, comme je disais tantôt, si jamais ça cogne à la porte, si jamais il voit quelque chose à l'extérieur, si jamais, je sais pas, il entend un bruit suspect, puis il se lève et il part à courir, on veut pas qu'il y ait toute la maison pour courir. Donc, on veut qu'il court jusqu'à la porte où vous allez avoir fermé la porte ou mis une petite barrière de bébé. On veut qu'il court jusqu'à la limite de sa laisse, si jamais vous avez une laisse entre vous et lui en permanence dans la journée. Fait que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Donc, si les gens sont en télétravail, que l'animal est habitué d'être avec eux dans le bureau, ils peuvent juste mettre une petite barrière de bébé, fermer la porte, puis le laisser lousse dans cet espace-là. Si l'animal est habitué de juste vivre sa vie dans la maison pendant que le propriétaire travaille, ben là, c'est de voir est-ce qu'il l'amène avec lui dans la pièce pour le surveiller, est-ce qu'il fait un petit espace restreint, mais pas nécessairement dans la pièce de bureau. Il y a plusieurs possibilités qui sont là. Pour les petits chiens, souvent, ce que les gens aiment beaucoup, c'est les enclos. Donc, les espèces d'enclos en métal qu'on dépose au sol ou même en plastique. Comme ça, ils peuvent le déplacer de pièce en pièce. Puis les chiens sont souvent moins stressés d'être là-dedans que dans une cage, par exemple. C'est un petit peu plus spacieux comme espace. Voilà. Pour le bureau, c'est un peu la même chose. Donc, si les animaux sont habitués d'être en cage, tant mieux, c'est la chose la plus sécuritaire pendant que les gens sont pas là.
Si jamais c'est pas une option, ben restreindre l'espace disponible. Donc, soit le mettre dans la salle de bain, le mettre dans une pièce, une chambre que vous allez avoir vidé les choses, qu'il reste juste les choses à lui, où il peut pas sauter ou grimper. Euh, Puis évidemment, prévenir tous les imprévus. Pour prévenir les gens qui cognent à la porte ou les sonnettes, là, il y a plusieurs personnes qui mettent une genre de pancarte qui dit ne pas sonner, ne pas cogner. Comme ça évite là, que quand vous recevez un colis, par exemple, ben, votre animal court à la porte. Ensuite, maintenant qu'on sait l'animal dort où, la première recommandation sera toujours de le faire dormir au sol. Fait que c'est pour ça que je vous dis, donnez pas de recommandations avant de poser des questions à vos clients parce que sinon, peut-être leur réponse va changer puis vous ne pourrez pas leur donner des bons conseils pour adapter la routine à la maison. Fait que si, peu importe ce qu'ils vont vous avoir dit, vous devez recommander de toujours dormir au sol pour éviter que l'animal saute et tout. Si l'animal est habitué de dormir dans le lit, première question, est-ce qu'il est capable de descendre du lit? Oui ou non? Si oui, est-ce qu'il a tendance à le faire souvent et dans quelles occasions il va descendre du lit la nuit? Sinon, tant mieux, c'est moins stressant, mais on peut pas assumer que l'animal va jamais avoir le goût de sauter en bas du lit, même s'il l'a jamais fait. Fait que si c'est pas une option pour les gens de le faire dormir au sol parce qu'il va courir autour du lit toute la nuit, il sera pas calme, il va faire les 100 pas, c'est de trouver des solutions. Donc, soit mettre une petite clochette au cou pour que quand l'animal se réveille et bouge, ça les réveille. Des fois, il y en a qui vont s'attacher la laisse après le poignet, comme ça, ben, une petite laisse courte, là, tu sais, comme ça, ben, ça les réveille aussi attaché sur la tête de lit si c'est possible. Donc, il y a moyen de trouver des solutions pour éviter que l'animal saute, parce que le risque que l'animal saute du lit, c'est le bris du montage orthopédique. Puis on veut pas ça ni pour vous, ni pour les clients, ni pour l'animal. Donc, on va éviter le plus possible. Sinon, si l'animal est habitué de dormir au sol, dans la chambre, la porte fermée, ben tant mieux, c'est ce qui est plus facile à gérer après. Pour la convalescence, je veux dire, il n'y a pas vraiment d'adaptation à faire. Si jamais il y avait tendance à avoir accès à toute la maison, ben là, évidemment, juste fermer la porte ou restreindre l'accès au reste de la maison, c'est suffisant. Et ça fait pas mal le tour, je vous dirais, du dodo en général. Ensuite de ça, on veut savoir la configuration du domicile, de l'extérieur, de comment ils font pour aller faire les besoins. Donc, première question, est-ce que c'est un grand espace, un petit espace? Si c'est un grand espace, c'est sûr qu'il faut restreindre un peu l'accès. Fait qu'essayer de concentrer l'accès de l'animal là, à soit à sa cuisine ou une pièce qui est plus centrale pour éviter qu'il puisse aller partout. Si c'est un plus petit espace comme un appartement 3,5 par exemple, souvent, il n'y a pas nécessairement d'adaptation d'espace. On pourrait fermer, tu sais, s'il y a un corridor, mettons, pour aller dans les deux chambres, si c'est un 4,5 salle de bain, comme ça, il pourrait juste avoir l'accès au, euh, au salon cuisine, salle à manger. Ensuite de ça, c'est sûr que s'il y a plusieurs niveaux, il faut bloquer l'accès aux escaliers, autant au niveau pour aller au deuxième étage qu'au premier étage. On veut absolument pas qu'ils puissent emprunter là, ces escaliers-là seuls. Et confiner une pièce de la propriété, en fait, c'est juste que, comme je disais tantôt, si c'est vraiment très grand, ben on aime bien avoir un espace plus concis où l'animal a le droit d'aller. Euh, Configuration pour l'accès extérieure. Donc, c'est sûr que si jamais c'est une fourre clôturée et que l'animal est habitué d'aller faire ses besoins là, toute seule, lousse, c'est sûr que c'est pas possible. On veut absolument que l'animal soit toujours en laisse avec la sangle, idéalement à l'extérieur. Si les gens ont un appartement qui ont des escaliers à descendre, qui sont habitués de faire un tour de bloc pour aller faire les besoins et tout, aucun problème. Par contre, on veut éviter d'aller prendre une marche avec l'animal en convalescence. Fait qu'on peut aller faire quelques pas à l'extérieur pour se dégourdir, pour aller faire les besoins, mais sans plus. On part pas aller faire une marche là, de 10-12 minutes à l'extérieur avec l'animal. Ça sera à faire le suivi. Sinon, s'il y a plusieurs escaliers pour descendre en bas, ben, c'est sûr qu'on va essayer de soit transporter l'animal dans nos bras quand on va descendre. Sinon, c'est sûr que la laisse et la sangle sont obligatoires là, pour descendre l'escalier pour aller à l'extérieur. Donc, c'est un peu ça pour maison, appartement, configuration. On veut s'assurer que les gens sont à l'aise avec tout ça, qu'ils ont les outils nécessaires pour se déplacer, puis qu'ils n'ont pas trop de questions ou de stress là, par rapport à tout ça.
Tu sais, il y a certaines personnes, des fois, qui veulent soit déménager ou, tu sais, changer d'environnement, mais rassurez-les que, tu sais, c'est correct, on va s'adapter à ça. Sinon, au niveau du type, niveau et type d'activité du patient, je l'ai aussi mis avec les autres animaux de la maison parce que ça va un peu ensemble. Mais évidemment, le repos, il faut le respecter le plus possible. Donc, même si l'animal avait un haut niveau d'activité et d'énergie avant, il faut essayer de calmer ça le plus possible. Ensuite, il faut dépenser l'énergie autrement, augmenter la stimulation mentale, utiliser la médication. Donc, évidemment que il faut essayer de trouver une autre façon de dépenser l'énergie, soit par les stimulations mentales, soit par les casse-têtes de nourriture, les tapis de fouille, bref, toutes les situations sont possibles. Euh, Ça fait partie d'augmenter la stimulation mentale aussi. Et la médication, évidemment que la trazodone et le gabapentin peuvent être vraiment utiles dans le repos. Souvent, nous, on prescrit de la trazo pour 2 semaines d'office, puis on demande aux gens là, de nous tenir au courant au retrait de points à savoir s'ils en veulent d'autres ou non. Euh, Généralement, les gens redemandent la trazodone, même si au départ, ils sont un peu sceptiques, parce que les animaux vont souvent super bien après 2 semaines. Ils se sentent plus confortables, donc ils aimeraient ça bouger plus. Mais c'est ça. Souvent, il faut les garder au repos pour le 6 à 8 semaines. Donc, la trazodone devient un bon ami, un bon allié. Même le gabapentin peut être poursuivi là, jusqu'au suivi si c'est nécessaire. Et pour les autres amis poilats à la maison, il faut savoir est-ce qu'ils sont proches ou pas, c'est indépendant ou plus colleux. Euh, on les laisse jamais jouer, évidemment. Ils peuvent être ensemble s'ils n'ont pas tendance à s'inviter au jeu, mais toujours sur supervision directe, évidemment, pour éviter les petits imprévus. Puis, on veut absolument éviter le léchage. Donc, on veut éviter que l'animal ait léché la plaie de l'autre et vice-versa. Donc, si on a besoin d'être séparés pour cette cause-là, ben, malheureusement, on n'aura pas le choix. Mais souvent, les gens sont quand même capables de bien gérer, ils connaissent bien leurs animaux, ils connaissent bien leur relation ou bref, leur intensité ensemble. Fait qu'ils sont capables de savoir s'ils doivent les séparer complètement tout le temps ou s'ils peuvent leur permettre d'avoir des périodes ensemble sous supervision. La mise en contexte, comme je vous disais, ça se fait, tu sais, on en a passé à travers les habitudes du patient, ensuite on l'a adapté un peu au quotidien, puis la mise en contexte va se faire avec la discussion avec les gens, donc vous allez pouvoir, tu sais, selon ce qu'ils vont vous dire, selon les situations, adapter chaque discours. Ensuite de ça, au niveau des recommandations médicales, parce qu'il y a quand même d'autres recommandations à faire, euh, au niveau de la surveillance de la plaie, c'est le même type de surveillance que ce que vous faites pour vos plaies d'autres chirurgies. On veut s'assurer qu'il n'y a pas d'enflure, qu'il n'y a pas d'écoulement, que c'est pas enflé. Si jamais il y a quoi que ce soit qui inquiète les gens, nous, on va leur dire, là, tu sais, dans nos appels de courtoisie, de vous appeler, de vous envoyer des photos. Puis si vous, de votre côté, vous avez des questions, vous n'êtes pas certain, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel ou à nous envoyer des photos que les gens vous ont envoyées, puis ça va nous faire plaisir de vous aider. Sachez que l'enflure échymose, c'est souvent plus impressionnant sur une chirurgie orthopédique que sur d'autres. Donc, des fois, ça fait peur aux gens. Donc, c'est bien de leur dire que ça peut enfler, que ça peut avoir des gros, gros bleus, mais qu'on veut que ça s'améliore dans les 24-48 heures après la chirurgie. Si jamais ils sont inquiets, qu'ils nous envoient des photos, là, comme ça, on peut les rassurer. Évidemment, le collier élisabétain est d'autant plus important dans les chirurgies orthopédiques que dans les autres parce qu'on veut absolument pas que l'infection se rende dans la plaque, dans le montage orthopédique et encore moins dans l'articulation. Et si jamais il y a un plâtre ou un bandage, bien évidemment que les recommandations vont être écrites dans le document, mais c'est de vraiment plus montrer aux gens puis leur dire, tu sais, qu'il faut vraiment être alerte à la surveillance de bandage, là. On sait tout ce que ça peut faire, des complications de bandage. Donc, c'est vraiment de leur montrer comment aller voir les orteils, faire le tour, s'assurer qu'il n'y a pas d'irritation là, aux extrémités, bien s'assurer qu'ils restent propres et secs. Sinon, au niveau de l'état général, on s'attend à un bon état général après. Il n'y a pas de raison que l'animal soit un peu amorphe, en baisse d'énergie ou quoi que ce soit. Si jamais il y a quoi que ce soit qui est décelé, soit par nos appels de courtoisie ou de votre côté, on l'adresse évidemment. Il va y avoir 3 à 4 prescriptions à administrer en post-opératoire. C'est souvent 1 à 2 fois par jour. Puis, on va aussi créer un calendrier de traitement que vous allez pouvoir soit pré-remplir pour les clients
ou l'envoyer directement par courriel vierge aux gens pour qu'ils puissent le remplir par eux-mêmes. Sinon, au niveau de la démarche, c'est sûr qu'en post-op, on s'attend. Ça peut être normal d'avoir un non-appui pendant 24 à 48 heures. C'est pas inquiétant dans ce délai-là. Au-delà d'un 48 heures, encore une fois, ça dépend un peu des patients puis de la condition. Mais habituellement, après 48 heures, on veut que l'animal utilise son membre opéré. Donc, on va le stimuler à l'utiliser si c'est le cas. Mais c'est normal qu'il reste une boiterie jusqu'au suivi. Il y en a que ça va arrêter avant. Il y en a qui vont avoir une boiterie jusqu'au suivi et des fois quelques jours ou semaines après avant que ça rentre dans l'ordre, que ça redevienne une démarche normale, le temps que la musculature se refasse et tout. Puis, évidemment, ben, la physiothérapie va vraiment nous aider à rendre l'animal confortable, à rendre sa démarche normale le plus possible ou le plus vite possible, si on veut, puis à garder une bonne mobilité là, au niveau du membre opéré. Fait que si jamais les gens ils ont des questions par rapport à la démarche, souvent ils sont inquiets quand les animaux, excusez, boitent encore ou quand ils sont en onde d'appui. Fait que n'hésitez pas à nous appeler si c'est le cas, on va pouvoir vous aider avec ça. Mais grosso modo, souvent, les gros chiens vont utiliser leurs pattes dès le lendemain de la chirurgie, des fois même la journée même. Ils ne se poseront pas vraiment de questions, ils vont juste l'utiliser. Mais les petits chiens qui ont tendance à... ça va plus vite sur trois pattes, ça va plus vite courir sur trois pattes que marcher lentement à quatre pattes. Fait que souvent, c'est juste un réflexe qu'ils ont de sautiller avec les trois pattes. Souvent, c'est une habitude qu'il y avait avant la chirurgie aussi. Donc, les petites rotules là, tu sais, qui vont marcher à trois pattes de temps en temps, ben, ils gardent cette habitude-là après. Donc, c'est important de s'assurer là, que ça s'améliore puis d'adapter la physiothérapie si c'est le cas pour certains patients. Parlant de physiothérapie, en fait, ça sera le dernier point, en fait, du congé orthopédique. C'est souvent une partie qui stresse vraiment beaucoup les gens. Fait que quand je commence à en parler, j'essaie de désamorcer en partant déjà leur stress par rapport à ça. Tu sais, je leur dis, et souvent c'est comme c'est quand qu'on commence ça, combien de fois par jour il faut faire ça, jusqu'à quand il faut faire ça. Sont très stressés parce que ça les implique, eux, de manipuler le membre opéré. Fait que souvent, je leur dis, vous pouvez commencer dès demain, mais si vous êtes trop stressé, attendez 3-4 jours, c'est bien correct. Il n'y a pas de problème. C'est concentrez-vous sur gérer votre animal, gérer la médication, gérer les déplacements, le repos, puis quand vous allez être à l'aise avec ça, vous pouvez embarquer sur la physio. Euh, c'est à faire 1 à 3 fois par jour. Encore une fois, je leur dis, s'il y a une journée que vous avez plein d'activités, de la visite, vous n'avez pas le temps, c'est correct. On ne stresse pas avec ça. Aucun problème. Vous n'avez pas besoin de le faire 2 fois plus le lendemain, là. Il y a vraiment zéro stress avec ça. Et la durée, idéalement, on fait la physio jusqu'au suivi, donc jusqu'aux 6 à 8 semaines de suivi. Concrètement parlant, les gens souvent la font pendant les 3 à 4 premières semaines. Puis après ça, les animaux se déplacent quand même bien, ils marchent bien, ils ont une bonne habitude de mouvement. Donc, les gens diminuent un peu la fréquence de la physio. Et parfois, les animaux sont un peu tannés aussi, fait que un va avec l'autre. Donc, ça, c'est pour la physio. Euh, Ce qu'on envoie aux gens, c'est des vidéos. En fait, on envoie des vidéos aux clients avec les explications là, de la physiothérapie. C'est vraiment de la physio simple. Souvent, c'est flexion, extension du membre opéré avec massage en premier puis compresse froide à la fin. Et à vous, on vous envoie un PDF en fait du programme de physio. Donc, vous avez les images et les mêmes explications que les clients. Et on a un petit projet aussi avec Aniform. Donc, en ce moment, c'est des programmes qui sont déjà faits en fait en ligne. Puis Aniform vont probablement nous créer des programmes un petit peu plus adaptés, évolutifs à chaque chirurgie ou procédure. Fait que ça s'en vient. Puis pour faire concrètement la physiothérapie à la maison, tu sais, je leur dis essayer de les placer dans un endroit le fun, sur leur petit coussin qu'ils aiment beaucoup, tu sais, sur le bord de la fenêtre avec des petits biscuits. Juste c'est ça, faire ça un petit peu positif là, parce qu'ils vont quand même avoir à le faire pendant quelques semaines. Donc, c'est le fun quand c'est agréable pour tous. Euh, et je leur dis aussi qu'il y a certains patients comme les Shiba Inu, les Huskies, les Sharpies, qu'on n'est jamais capable de faire la physio, tu sais, qui veulent pas se laisser toucher, qui n'aiment pas se faire toucher les pattes, puis que ça se passe quand même bien, la récupération. C'est un petit peu plus long en réhabilitation, là, après le suivi, à reprendre la masse musculaire et tout, mais ça arrive au même résultat final souvent.
Donc, on essaie de vraiment déstresser les gens avec la physio, de rendre ça easy peasy, puis que ce soit, c'est ça, le plus, facile et simple possible. Et souvent, je finis mon congé en disant: «Bon, là, je vous ai dit tout ça». Puis là, je leur dis: «Là, vous êtes rendus à aller à la maison». Fait que là, ben, vous allez embarquer votre animal dans l'auto, vous allez arriver à la maison. Tout ce que vous avez à faire, c'est l'installer dans son petit coin confortable, s'assurer que tout est beau. Vous pouvez essayer de le nourrir ce soir, tu sais, être là avec lui, observer sa plaie, observer comment il se déplace, hem, sans plus. Tu sais, ce soir, ça peut juste être ça, juste de l'adaptation pour tout le monde. Puis le lendemain matin, ben là, ils vont pouvoir commencer, des fois, le soir, il reste de la médication à donner aussi, des fois non, ça dépend à quelle heure les patients retournent à la maison. Mais sinon, le lendemain, ça va être de partir leur routine de on va faire les besoins à l'extérieur, on va nourrir, donner médication. Après, c'est tout. On s'installe en repos. Après, on fait la physio. On se réinstalle en repos. Fait que j'essaie vraiment de les mettre là, dans le concret de comme bon, là, vous allez partir avec votre animal. Qu'est-ce qui se passe en arrivant à la maison jusqu'à un 24 heures. Comme je trouve que ça les calme un peu, puis ça leur fait une petite to-do list là, concrète dans le cerveau au lieu de dire OK, j'ai eu plein d'informations, mais là, qu'est-ce que je fais là, avec ça? Fait que voilà, ça fait pas mal le tour. Encore le petit code QR, si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous joindre là, sur nos réseaux. Vous avez le site web sur ce lien-là. Vous allez aussi avoir le lien pour les capsules YouTube. Et, notre page, c'est Pécolé sur YouTube. Donc, vous allez avoir le lien à cette page-ci. Et prochain luncher avec coupé, ce sera le 18 mars à 12h15 et ce sera sur les protocoles anesthésiques parce qu'on a plusieurs protocoles anesthésiques de disponibles pour nos partenaires dans la section outils. Donc, on va pouvoir vous les expliquer puis vous montrer un peu là, comment vous pouvez les utiliser même quand coupé n'est pas dans votre établissement. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.